seule énergie propre, c'est celle qu'on n'utilise pas. Voilà. Et que donc, à partir du moment où nous sommes des consommateurs d'énergie, il y a une conséquence sur les choix que nous faisons. Et effectivement, le fait de développer un projet comme cela pose question et peut engendrer voilà, des interrogations, voire des oppositions. Maintenant, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, qu'on soit sur les sujets de méthanisation, qu'on soit sur les sujets d'éolien ou qu'on soit sur les sujets de photovoltaïque au sol et même en toiture, parce qu'aujourd'hui en toiture ça paraît une évidence, mais il y a 15 ans il y avait des fortes oppositions, effectivement il y a des questions en face qui se posent. Donc oui, il est tout naturel que ce projet pose question, comme un peu tous les projets qui sont aujourd'hui à l'étude et en développement en France. Donc j'ai envie de dire que ce projet s'inscrit dans la continuité de tous les projets en fait en développement en France. Et comment vous l'appréhendez, cette espèce de levée de bouclier contre ce projet agrivoltaïque que vous menez? Moi déjà, sur les termes, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la levée de bouclier, quand vous avez au bout de 3 ans une dizaine d'opposants présents à un conseil municipal, dont la moitié ne sont pas issus de la commune, je trouve qu'il faut relativiser les termes et que sur une commune de plus de 300 habitants, avoir finalement 5 à 6 personnes issues de la commune et encore qui sont pour certains nouvellement arrivés et pas ici à plein temps, ça reste une opposition, certes, mais lever de bouclier, je trouve que le terme est pas forcément approprié. Alors, votre projet, il consiste en quoi? Est-ce qu'il est innovant d'abord? Bon, le fait que ce soit Total, ça pose un peu de soucis aux opposants, mais est-ce que Total fait la démarche d'innover dans votre projet? Alors, deux choses. Déjà, oui, on est sur un projet innovant, puisqu'aujourd'hui, on parle d'agrivoltaïsme et non pas de photovoltaïque au sol. Donc, rapidement, l'agrivoltaïsme, c'est quoi? C'est bien une production agricole en place, existante, à savoir chez moi la production de viande d'agneau. Et en fait, vous ajoutez là-dessus, vous essayez de concevoir un projet de production énergétique qui vienne s'adapter à la production en place. Donc c'est bien la conception de la production énergétique qui doit s'adapter à la production agricole déjà en place et pas l'inverse. Donc c'est un détail, mais c'est vachement important parce que du coup, techniquement, dans la mise en place et dans la réflexion des installations, on a toujours eu comme ligne de crête comment les panneaux, comment les onduleurs, comment toute l'organisation de ce projet peut s'organiser par rapport à la production de moutons. Donc ça, Parce que les moutons seront dessous les panneaux. les moutons sont dessous les panneaux et si vous voulez, en plus, l'écartement des panneaux, le retrait par rapport aux haies, tout a été conçu non seulement par rapport aux moutons, mais par rapport aussi au passage des engins. L'idée de l'agrivoltaïsme, c'est bien de dire que dans le pire des cas, la production agricole diminue de à peine 10%, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir produire avec des panneaux presque autant que ce qu'il y avait avant les panneaux. Et dans le meilleur des cas, et c'est ce que semblent démontrer certaines études de l'INRA notamment, on pourrait trouver une synergie entre la production d'énergie et la production agricole. C'est-à-dire que dans des terres, notamment comme les miennes, qui sont à faible potentiel et où on est vite confronté à des phénomènes de sécheresse, comme en ce moment, eh ben, les panneaux pourraient avoir un effet positif sur la pousse de l'herbe. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est pas maximiser la production d'énergie à l'hectare, c'est bien optimisé par rapport à une production agricole déjà en place. Alors pourquoi Total vous a-t-il suivi dans votre projet? Alors ça, c'était la deuxième partie de votre question et j'y viens. Moi, j'aime bien les défis. Et donc, je vais vous dire, par rapport à ma production agricole, déjà aujourd'hui, mon principal client, c'est Leclerc. On entend toujours parler de Leclerc en mal dans le milieu agricole. Et moi, je ne suis pas en train de faire de la pub pour eux d'une manière générale, mais il se trouve que le magasin avec qui je fonctionne depuis plus de 15 ans est mon premier client et m'a jamais posé de problème. Et bien au contraire, c'est vraiment un pilier sur mon système agricole. Donc en fait, tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas d'idée à la base préconçue de un tel serait bien ou un tel serait mauvais. Et donc quand moi j'ai réfléchi à ce projet, j'ai sollicité pas loin de 6 développeurs, dont Total, mais finalement c'était presque eux les derniers. Et certains, et 6 développeurs de tailles différentes, si vous voulez. Il y avait des développeurs régionaux, il y avait des développeurs nationaux. Et si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers eux et de dire, voilà, moi j'ai un projet, je voudrais que ça se passe comme ça, est-ce que vous pouvez, vous, derrière, me proposer quelque chose? Je vous avoue que sur les développeurs, déjà, il y en a 2 qui se sont retirés, qui n'étaient pas intéressés. Et à la fin, il en restait 3, dont Total, mais 2 autres qui étaient d'une importance et d'une envergure nationale et internationale. Et finalement, les seuls qui ont accepté
un petit peu me suivent, notamment sur la particularité de ce projet, c'est-à-dire que vous avez les 2 tiers du projet qui sont en tracker. Donc les trackers, c'est des rangées monoaxiales où en fait les panneaux se lèvent le matin face à l'est, pivotent la journée pour suivre la course du soleil et finissent le soir à l'ouest. C'est pas les espèces de grands tournesols que vous pouvez voir chez certains de mes collègues agriculteurs. C'est des rangées, sauf qu'au lieu d'être orientées d'est en ouest pour être inclinées plein sud, elles sont orientées du nord au sud pour suivre la course du soleil d'est en ouest. Et ces rangées-là, moi, m'intéressaient beaucoup par rapport au travail dans mes champs, parce que le fait d'avoir des rangées mobiles fait que vous pouvez plus facilement vous mouvoir avec vos engins au milieu de ces panneaux. Et finalement, les seuls qui ont accepté, qui m'ont dit, OK, nous, on suit votre cahier des charges et on trouve que nous, on peut y trouver notre intérêt aussi par rapport à ce que vous souhaitez, et ben, c'était Total. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est quand on parle d'agrivoltaïsme, on parle de réversibilité des projets. Et donc la réversibilité des projets, ça veut dire que dans 30 ou 40 ans, si ces projets sont plus d'actualité, et peut-être que ça sera le cas, eh ben, on s'est assuré que d'une, ils étaient entièrement démontables, et que de deux, la société qui vous avait accompagné au départ sera encore là à la fin pour pouvoir les démonter. Et effectivement, le fait de s'accompagner d'une entreprise comme Total, c'est pour moi un gage de sûreté quant au fait qu'il soit probablement là encore dans 30 ou 40 ans pour assumer le démantèlement de ce parc s'il y avait à le démanteler. Voilà. Donc, Total est une société multinationale dont on connaît effectivement tout le passé et les antécédents. Est-ce que ça ne vous dérange pas trop de vous associer à une société aussi puissante et en même temps aussi dérangeante à travers le monde? Alors, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, la réversibilité, je trouve que c'est un atout. Et ensuite, par rapport à l'image qui cherche à véhiculer, aujourd'hui, de toute façon, ce genre de projet est développé par des grands groupes. Et si vous voulez, il y a un moment, voilà, on est dans un contexte particulier depuis 3 ou 4 ans. Et voilà, il ne vous aura pas échappé que le contexte géopolitique est quand même très incertain et qu'on est en train de revoir un petit peu les schémas qu'on pouvait avoir en tête. Et je pense notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au fait qu'on ait demandé à Total, à juste titre, de se retirer de projets qui se pouvaient avoir en Russie, alors ce qu'ils ont peut-être fait ou pas fait, je ne sais pas. Mais il y a un moment, mon idée à moi, c'est de dire qu'on ne peut pas demander à nos entreprises françaises de se retirer de projets controversés à l'étranger et en même temps faire tout pour qu'ils ne puissent pas s'implanter dans notre pays en respectant les règles de notre pays. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit Total, Engie ou Voltalia ou Neoen ou que sais-je, aujourd'hui, vous avez des règles en France et l'important, c'est que ces sociétés, d'où qu'elles viennent, respectent ces règles-là. Et donc, ça me semble logique que nous, en France, consommateurs d'énergie que nous sommes, si nous demandons à Total de se retirer de leurs projets à l'étranger, il faut que nous puissions les accueillir à condition qu'ils respectent les règles. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Et Donc, vous êtes pragmatique. bah, écoutez, je suis agriculteur. Voilà, donc je travaille au quotidien, voilà, je fais les choses et aujourd'hui, il y a un moment, moi ce que je constate, c'est qu'on est en demande d'énergie décarbonée, qui aujourd'hui, on a encore 60% de notre énergie qui est d'origine fossile et qu'il y a un moment, il y a une contradiction absolument insupportable entre le fait de mettre des bâtons dans les roues sur un projet comme ça juste parce que c'est Total et en même temps leur reprocher d'investir dans des projets d'énergie fossile à l'autre bout du monde, quoi. Donc voilà, il faut qu'on soit cohérent. Vous êtes dans un projet qui est contesté, dans une vallée qui est protégée, en tous les cas qui est inscrite dans un périmètre où on pourrait la protéger. Et d'ailleurs, Stéphane Bern a signé la pétition pour protéger la vallée du Trelon. Bon, vous avez été premier adjoint dans une commune, puis vous en êtes sorti, et puis vous faites, comment dirais-je, ce projet qui est contesté. Donc on peut faire du rapprochement, et les opposants ne se privent pas de le faire, entre le fait que vous avez été un élu et d'un seul coup, vous faites du business. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, juste sans rentrer dans les polémiques, recontextualiser rapidement les choses. J'ai été élu de 2014 à 2020. J'ai été conseiller municipal pendant 4 ans et après 2 démissions successives des maires, on s'est retrouvé avec Stéphane Fouché comme conseiller à finalement dire pour les 2 dernières années, prenons nos responsabilités puisque
la mairesse, puis le premier adjoint, puis le deuxième adjoint avaient démissionné. Et donc, voilà un petit peu le contexte. J'ai été premier adjoint sur 2 ans, de 2018 à 2020. Et il se trouve qu'en parallèle de tout ça, la communauté de communes de Mélégré, dans laquelle il y a 23 communes, est commencé à élaborer les PLUI. Donc les PLUI sont les plans locaux d'urbanisme intercommunal. Et pour essayer d'un petit peu unifier les règles communes sur les différentes communes d'urbanisme. Et donc aujourd'hui, on me reprocherait d'avoir fait en sorte que la ferme dans laquelle je suis soit la seule à être en zone agricole, alors que tout le long du tronc sur la commune, le reste serait en zone naturelle ou en zone naturelle protégée. Alors, plusieurs choses. Déjà, le fait d'être en zone naturelle ou en zone naturelle protégée n'aurait pas forcément été un frein pour le projet. Il y a des préconisations spécifiques, mais vous avez des projets aujourd'hui photovoltaïques qui s'inscrivent dans des zones naturelles. En l'occurrence, là, sur Cossé, on parle d'une zone ZNIEF. Vous avez des zones encore plus contraignantes qui sont des zones Natura 2000 dans lesquelles vous pouvez avoir des projets. Donc, le fait de dire que si c'était en zone naturelle, ça remettrait en cause le projet, aujourd'hui, est faux. La deuxième chose fausse qui est dite, c'est qu'aujourd'hui, et j'invite ceux qui veulent se renseigner là-dessus à consulter le PLUI sur les sites de la communauté de communes, vous verrez que sur Cossé en Champagne, vous avez l'Aubaudière en zone agricole, là où je porte le projet, vous avez la Ragotière plus au sud, vous avez plus au nord une partie de la Bouvrie, vous avez plus au nord une partie de la Guitonnière, vous avez plus au nord une partie de la Villetière. Et quand vous remontez, vous avez encore des zones agricoles. Donc c'est un argument qui est totalement faux. Aujourd'hui, vous avez près de 50% le long du Trelon qui est déjà en classement agricole. Et enfin, et je terminerai là-dessus parce que je pense que ça ne sert à rien de trop discuter, parce que ce sont que des arguments fallacieux qui sont avancés par les opposants. De croire qu'un premier adjoint qui a été présent de 2018 à 2020 puisse influencer sur l'élaboration d'un PLUI de 23 communes qui a été acté, je le rappelle, en 2021, c'est-à-dire quand j'étais plus du tout dans le conseil municipal, c'est à minima de la méconnaissance de la façon dont fonctionne l'élaboration d'un PLUI, et je dis bien à minima de la méconnaissance, pour ne pas dire de la diffamation sur ma personne, quoi. Donc moi, je ne relèverai pas là-dessus, je dis juste que tous ces arguments sont faux et servent finalement à salir la personne quand on n'a plus grand-chose à dire sur le fond du projet. Il y avait eu quand même pas mal de contestations au sein, avant que l'opposition ne monte au sein de Cossé en Champagne. Au sein du conseil municipal, il y avait eu une démission. Euh, il y avait eu un appel au maire en disant attention, cela risque de proposer des problèmes majeurs par la suite. Un adjoint, si je ne m'abuse, avait démissionné. Euh, Est-ce que ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille que ce projet, même s'il est vertueux selon vous, pouvait générer des oppositions et donc des soucis à mettre en place? Alors moi, la démission que vous évoquez, si c'est celle du premier adjoint du début du deuxième mandat de Stéphane Fouché, c'est-à-dire le mandat qui s'est déroulé entre 2020, enfin qui a cours depuis 2020, moi je vous rappelle, je ne fais plus partie du conseil municipal, donc ce qui s'est passé à l'intérieur de ce conseil, moi je maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Je sais juste, effectivement, comme tous les gens qui s'intéressent à la vie de la commune, qu'effectivement, à l'époque, M. Lavoué avait démissionné de sa place de premier adjoint. Maintenant, de savoir si c'était lié ou pas au projet, moi, j'en sais rien. Après, si vous parlez de la démission d'un autre conseiller municipal qui a eu cours pendant ce mandat-là, je ne connais pas aussi les tenants et les aboutissants de cette démission. Je sais que cette personne-là fait partie des opposants, mais je ne sais pas si elle a souhaité démissionner du conseil à cause de ce projet ou pour d'autres raisons. Donc là-dessus, je vais, enfin, voilà, je peux pas vous répondre autre chose que je ne suis pas au courant, puisque voilà, moi j'ai encore une fois quitté le conseil municipal en 2020, et je l'ai fait pour des raisons personnelles parce que je suis père de 4 enfants et que j'étais beaucoup sollicité et que je suis aussi agriculteur, et qu'à un moment, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire correctement, et je voyais que à la fois les résultats technico-économiques sur ma ferme avaient tendance à pâtir un petit peu de mes absences liées à ma fonction d'adjoint,
Et j'ai 4 enfants qui sont, voilà, qui sont relativement jeunes. Et voilà, et je ne voulais pas passer à côté de moments pour cette fonction de premier adjoint. Donc c'est tout simplement ce qui m'a décidé de ne pas reconduire. Je suis allé au bout de ma mission, entre guillemets. Et d'ailleurs, je l'avais annoncé au vœu du maire avec beaucoup d'émotion. Je me rappelle à l'époque parce que j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour le maire actuel. Mais voilà, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé sur sur ce conseil-là, de ces démissions. C'était pas un problème de conflit d'intérêts? Vous ne pensiez pas à l'époque qu'en étant premier adjoint, vous pouviez avoir un Non, moi, conflit d'intérêts si vous meniez à bien ce non, projet? mais je vais vous dire très franchement, ce projet, il a émergé, je le redis, hein, il a émergé dans ma tête petit à petit, et j'ai commencé à y réfléchir à l'été 2021. Donc tout pendant que j'étais élu, c'est-à-dire de 2014 à 2020, j'ai jamais imaginé mener un projet comme ça. J'ai construit ma première centrale photovoltaïque sur mon premier bâtiment, je l'ai construit à la fin 2015. Et la deuxième, je l'ai construit en 2018. Donc je vais vous dire, à cette époque-là, j'en étais encore à réfléchir à des projets où on mettait des panneaux solaires sur les bâtiments. Et donc ce projet-là, il est né vraiment enfin, oui, au courant de l'été 2021 où j'ai commencé à m'intéresser au début à l'entretien voilà, des développeurs qui avaient installé des centrales photovoltaïques dans le secteur et qui cherchaient finalement à entretenir leurs centrales avec des moutons plutôt qu'avec des débroussailleuses. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des liens avec des développeurs et à petit, du coup, m'intéresser au sujet pour aller vraiment vers l'agrivoltaïsme. Donc la chronologie, je veux dire, ce qu'on cherche à me reprocher ne colle pas du tout avec la chronologie des faits. Donc voilà. Et que pense Total de cette opposition? Parce que généralement, quand on est porteur de projets industriels, comme donc un fournisseur d'industrie, sans une opposition, ça le refroidit un peu. Est-ce que c'est le cas? Alors moi, je ne vais pas répondre à leur place, j'en sais rien. Voilà, il faudra les questionner là-dessus. Tout ce que je sais, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a 2 ans, je suis allé à la fête de l'énergie à Laval. Donc c'était, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'événement à y aller parce que c'est très intéressant. Donc c'est quelque chose qui se passe tous les 2 ans, qui va être réitéré la fin juin 2025 et qui avait lieu, la première édition, c'était en juin 2023. Et il y avait, je me rappelle, une table ronde chez Territoire Énergie, justement sur l'agrivoltaïsme et sur l'éolien. Et à la fin de la table ronde, j'ai discuté avec un élu dont je ne me rappelle malheureusement plus le prénom, et en lui déjà exposant à cette époque-là la contestation qui était en train de, voilà, en train de naître à Cossé-en-Champagne. Et il m'a dit, mais monsieur Veller, il m'a dit, les énergies renouvelables, c'est un combat. C'est un combat, intégrez-le. Il dit, il y a 7 ou 8 ans, quand on a commencé, nous, à vouloir implanter des éoliennes dans le Nord Mayenne, on a fini des réunions d'information où on en était presque arrivé à en venir au point. Et il dit, il faut l'intégrer. Et pour la petite histoire, moi, quand je suis allé voir mes propriétaires et voisins dès le début, avant même d'avoir choisi Total, parce qu'on peut me reprocher beaucoup de choses sur ce projet, mais pas le fait que les choses se soient passées dans le dos des gens. Parce que moi, dès le début, je suis allé voir mes voisins pour leur expliquer que j'avais un projet. Je ne savais pas encore comment j'allais le développer, je ne savais pas encore avec qui j'allais le développer, mais je suis allé les voir. Et d'ailleurs, j'avais aussi sollicité le premier adjoint de l'époque qui a démissionné par la suite et qui était un opposant. Et j'avais aussi sollicité le maire en disant, venez sur place, je vais vous l'expliquer. Je ne vous demande pas d'être pour ou contre, je veux juste vous l'expliquer, avoir la primauté de vous expliquer mon projet, parce qu'après, on va vous raconter beaucoup de choses dessus. Et donc, bref, pour revenir à mes voisins, euh, j'avais un voisin donc, qui s'oppose au projet, mais qui avait encore plus peur que je lui parle de méthanisation. Et en discutant avec ce voisin, il se trouve qu'il est aussi contre les éoliennes. Et je lui ai dit, mais si je te parlais d'enfouir des déchets nucléaires à côté de chez toi, tu serais contre? Il me dit oui. Et je lui ai dit, tu roules en voiture électrique. Je lui ai dit, comment on fait pour résoudre l'équation en fait? Il y a un moment, si on est contre la méthanisation, si on est contre l'éolien, si on est contre le solaire, si on ne veut pas de déchets nucléaires à côté de chez soi, ça veut dire quelque part qu'on on est, comment dire, on valide la stratégie actuelle d'importer des énergies fossiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on s'oppose à ce genre de procès à Cossé-en-Champagne, on affirme qu'on est pour l'importation d'énergie fossile et que donc on est pour le fait de faire du commerce avec des régimes autocratiques comme celui de M. Poutine, avec les Saoudiens,
ou avec M. Trump aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, ça peut vous paraître un peu dingue ce que je dis, mais pour moi, quand on s'oppose au développement des énergies renouvelables aujourd'hui, et c'est pas l'histoire des renouvelables contre le nucléaire. Pour moi, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, c'est quand on s'oppose aux énergies décarbonées, on valide la consommation d'énergie carbonée. Et donc, on valide le fait d'abonder les finances de la Russie, de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis. Donc voilà, et ça, il faut se le dire. Et il faut être honnête intellectuellement avec ça. Est-ce que c'est le fait d'être contre les énergies renouvelables, et notamment l'agrivoltaïsme, ou est-ce que c'est le fait d'être contre un projet qui s'installe dans une zone naturelle protégée? Alors, permettez-moi de vous corriger, on n'est pas dans une zone naturelle protégée. La zone naturelle protégée sur Cossé en Champagne, elle est très précise. Elle démarre au début du lieu-dit qu'on appelle Céland. Elle s'étend sur les Groix pour aller jusqu'au pont. Et on n'a pas attendu les opposants pour se rendre compte qu'on avait un site exceptionnel. Cette zone naturelle protégée, elle est marquée dans le PLUI aujourd'hui, mais elle était déjà inscrite dans la carte communale qui précédait le PLUI. Donc voilà, maintenant ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que la vallée du Trelon n'est pas uniforme. Il y a des sites exceptionnels, avec des vallées très escarpées, qui méritent sûrement d'être protégées et qui le sont. Et vous avez des zones agricoles qui ont des particularités différentes et qui sont des zones qui servent justement à l'agriculture. Et vous avez, permettez-moi aussi de le dire, un peu plus haut, une carrière d'extraction de granulats qui a d'ailleurs obtenu un permis de construire il y a peu de temps, à la fin de l'année 2024, pour s'étendre. Cette carrière-là modifie le lit majeur du Trelon sur plusieurs centaines de mètres. Et on n'a pas eu une exposition pardon, pas une exposition, mais une opposition incroyable de la part de ces gens qui se revendiquent être les gardiens de la vallée du Trelon. Donc moi, je constate juste que l'opposition a la géométrie variable et qu'à un moment, il faut comprendre que la vallée du Trelon, là où elle a à être protégée, elle est protégée déjà aujourd'hui, et que par contre, il y a des zones agricoles qui doivent servir à l'agriculture. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tendance à confondre un petit peu les choses. C'est-à-dire que on voit la ville d'un côté, la nature de l'autre. Mais pardon de vous le dire, il y a des espaces différents au milieu de tout ça. Il y a ce qu'on appelle la ruralité. Et la ruralité, elle est basée sur des espaces naturels et sur des espaces agricoles. Et dans les espaces agricoles, la chose qui prime, c'est l'agriculture, avec des règles.